Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va passer en revue le top 10 des actions belges. Pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et on commence tout de suite avec cette sélection. Donc je suis allé sur ce site Global Market Ranking et on a la liste des 10 plus grosses cotations belges triées par capitalisation boursière. Alors vous allez voir dans cette liste, il y a beaucoup de holdings et je pense que ça tient au fait qu'en Belgique, il y a un avantage particulier au holding. À confirmer, dites-moi si vous en savez plus en commentaire. En tout cas, on passe en revue la sélection, ce top 10. On a AB InBev en premier, donc le brasseur, le géant mondial de la bière. KBC, on est sur une banque. UCB, on est sur du médical, de la conception de médicaments, de génériques, de mémoire. AGA, c'est une assurance. D'Ieteren Group, c'est une holding. GBL, c'est Groupe Bruxelles-Lambert, c'est également une holding. Safina, c'est une holding. Lotus Bakeries, donc le célèbre producteur de spéculoos, donc on fait des biscuits. Ackermans, on est sur une holding. Et Elia Group, on est sur l'opérateur de transport d'électricité belge. Allez, comme d'habitude, je vous ai préparé la watchlist avec les métriques qu'on passe en revue, les colonnes qu'on passe en revue. Donc vous avez ici le symbole de cotation de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars, puisqu'on n'a pas en euros sur cette watchlist. On a la croissance du chiffre d'affaires, à voir si c'est pertinent pour les holdings. Des multiples de valorisation. Donc pour les holdings, on va plutôt se concentrer sur un price earning et sur un price tangible book value. Pour les entreprises plutôt classiques, on va dire, ce sera plutôt valeur entreprise sur EBITDA et price earning ou price free cash flow en fonction de qu'est-ce qui représente mieux la profitabilité réelle de l'entreprise. Le rendement des capitaux investis pour les entreprises classiques, le rendement des fonds propres, là ça va être plutôt intéressant pour les holdings, l'endettement net de l'entreprise, le rendement du dividende, le rendement de l'actionnaire pour voir s'il y a des rachats d'actions ou de la dilution, et ensuite le payout ratio, donc en fonction de si on est sur une holding ou pas, on regardera directement le bénéfice net ou on regardera le free cash flow. On commence tout de suite avec AB InBev, donc le géant mondial de la bière. On est sur 123 milliards de dollars US de market cap, 2,7% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, donc on est plus du tout, une société plutôt mature, dans une industrie mature. Une valeur entreprise sur EBITDA de 9,8, donc c'est un peu cher payé. On est sur un price earning de 22, mais un price to free cash flow de 11. Je pense que le plus pertinent, c'est quand même les free cash flow, vu qu'on est sur un secteur très mature, donc on dégage du cash, on n'a plus besoin d'en réinvestir dans le business. À mon avis, on vaut mieux plutôt se fier à cette métrique-là. Maintenant, j'aurais aimé avoir une valeur entreprise sur EBITDA qui soit un peu plus faible et elle est aussi élevée parce que on a une dette relativement élevée. Donc, ça fait monter le multiple. Hein. On est sur, donc du coup, les multiples, un peu élevés, mais si on tient compte de la dette, on est sur des multiples élevés. Si on tient pas compte de la dette, on est sur des multiples pas trop élevés. Mais je pense que vu le niveau d'endettement, il faut quand même tenir compte de la dette qui me semble un peu lourde pour ce type d'entreprise. On est sur une rentabilité opérationnelle tout à fait intéressante à 9,7% et donc un rendement du dividende à 1,73% avec un rendement de l'actionnaire à près de 3%. Donc il y a beaucoup de rachats d'actions sur l'entreprise, c'est normal, on est sur une entreprise très mature. Le payout ratio est à 45%, mais en réalité on a les free cash flow au double de ça, donc on peut largement payer cette rémunération de l'actionnaire. Le seul point un peu dommage sur ce dossier, c'est l'endettement, donc on pourra s'y intéresser plus tard quand la dette aura baissé, parce que du coup ça fait monter les multiples, en tout cas les multiples de valeur entreprise sur EBITDA, ça le fait monter, alors que le price free cash flow est pas très élevé. Oui, mais bon, en fait il faut payer la dette avant, donc il faut payer la dette. C'est pour ça d'ailleurs que le multiple de price earning est élevé. Alors, ensuite, on a KBC Group, donc on est sur une banque, market cap de 36 milliards de dollars US, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 8,1%, donc je pense qu'il y a aussi de la croissance organique sur ce dossier. Un price earning de 10,7. Alors pour les banques, pour les assurances, pour les financières en général, on aime bien être en dessous de 10 pour être value, et on aime bien également avoir une décote sur les actifs tangibles, ce qui n'est pas le cas ici, donc on n'a pas de marge de sécurité. Un rendement des fonds propres intéressant à 14%, donc c'est une banque bien rentable. Un rendement du dividende à 4,88%, on n'a pas la valeur du rendement de l'actionnaire, dommage, pour voir s'il y a des rachats d'actions, mais en tout cas ce niveau de rendement du dividende commence à être intéressant pour un rentier. Maintenant, on aimerait avoir une meilleure marge de sécurité sur ce dossier. UCB, donc c'est un producteur de médicaments ou de génériques, je sais plus, mais dites-moi en commentaire si vous savez. On est à 34 milliards de dollars US de market cap, une croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 4,6%, donc c'est plutôt moyen comme croissance, plutôt moyennement faible même.
une valeur d'entreprise sur EBITDA de 23, un price earning de 31, un price of cash flow de 32. Donc là, les multiples sont élevés. Je comprends pas pourquoi c'est aussi élevé alors que bon, on n'a pas beaucoup de croissance. En plus, la rentabilité est plutôt faible, à 5,5 de rendement des capitaux investis. Donc non, c'est pas très qualitatif et c'est très cher payé. Il y a peut-être quelque chose qui m'échappe dans ce dossier parce que de mémoire, il est dans le fonds Gay-Lussac Gestion, qui est un fonds value. Donc peut-être qu'il faut aller creuser plus en détail ce dossier. Ensuite, le rendement du dividende. Alors l'endettement, on a moins d'une fois la dette nette sur EBITDA, donc il n'y a pas de problème sur l'endettement. Un rendement du dividende à 0,85%, qui n'est pas très élevé, 1,3% en rendement de l'actionnaire, donc il y a un peu de rachat d'actions. On a un payout ratio à 24%, donc on a largement les moyens de payer cette rémunération, vu que les free cash flow sont à peu près équivalents au bénéfice net. Bon, UCB, vu les multiples, je pense qu'il vaut mieux être à l'écart. AGS, donc assurance, moi je suis structurellement à l'écart de ce secteur, on est à 11 milliards de dollars US de market cap, une décroissance, donc est-ce qu'ils ont vendu une partie de leurs actifs, à vérifier. Pour une assurance, on va regarder le price earning qui est en dessous de 10, ce qui nous donne une légère marge de sécurité sur le dossier, mais on aimerait avoir double marge de sécurité avec une décote sur actifs tangibles, ce qui n'est pas le cas ici. On a un rendement des capitaux investis, un rendement des fonds propres, pardon, pour une assurance, c'est le plus pertinent. On a 15% de rendement des fonds propres, c'est élevé, donc c'est plutôt bon au niveau de rendement. On a un rendement du dividende à 5,8%, avec un rendement d'actionnaire à 5,6%, donc il y a légèrement la dilution, mais rien de grave à ce niveau. On a un payout ratio à 55%, ce qui est un peu élevé. On va voir si le management continue à monter le dividende pour cette entreprise. Donc, parce que là, c'est relativement élevé en termes de payout. Ensuite, groupe Bruxelles-Lambert. Donc, là, on commence sur la première holding. Malheureusement, on n'a pas le chiffre de price tangible book value qui est affiché, c'est dommage. Bon, on est sur une légère croissance pour les holdings. Je pense que ça inclut la croissance des participations, à vérifier. On peut regarder le multiple de price earning, on a 76,5, donc c'est hyper élevé. On n'a pas le rendement des fonds propres, dommage, mais on voit qu'on a un rendement du dividende à 7,12%, et il nous faudrait le payout ratio pour être vérifié si ce rendement du dividende est intéressant. De toute façon, moi je suis à l'écart de tout ce qui est holding. Le problème des holdings, c'est que vous êtes dépendant de l'allocation du capital du management, alors que si vous êtes sur un pure player, c'est beaucoup plus simple. Si le management a du cash, il vous le rend, et puis après vous en faites ce que vous voulez. JTRM Group, donc également une holding, on est sur 9,4 milliards de dollars US sur 9 milliards de dollars US de market cap, 16,5% de croissance du chiffre d'affaires, mais pareil, qu'est-ce que ça inclut? Est-ce que c'est la croissance des participations? On est sur un type de price earning qui est élevé à 25, c'est quand même très élevé. Pour les holdings, on aimerait avoir plus de marge que ça. Dommage, on n'a pas le price tangible book value, donc il faudra aller voir en détail, mais je pense que, vu comme on est cher payé ici, je pense pas qu'on ait une décote sur les actifs nets réévalués. Rendement des fonds propres à 25%, ça c'est excellent, hein. C'est un énorme rendement des fonds propres, mais il y a de la dette sur le dossier à 3,3 fois la dette nette sur EBITDA, donc attention, c'est un peu fragile. On est à 1% en rendement du dividende et 46% en rendement de l'actionnaire. Bon, je pense que ça c'est un bug de l'outil, donc à vérifier plus en détail sur cette boîte, quel est le niveau, le montant des rachats d'actions, et le payout ratio est à mon avis aussi un peu déconnant, on va les donner ici. Donc un groupe, une société à analyser plus en détail, mais moi je ne le ferai pas parce que je suis à l'écart des holdings, comme Sofina, qui est également une holding à 9 milliards de dollars US de market cap, une croissance de 3%, un price earning de 6,3. Là en revanche on a de la marge de sécurité. On a même une décote sur les actifs tangibles, avec 0,8, donc 20% de décote sur les actifs tangibles, donc là ça peut être intéressant. Un rendement des fonds propres à 14%, qui est plutôt bon. Un rendement du dividende à 1,44%, avec un rendement d'actionnaire à 1,8%, donc il y a un peu de rachat d'actions sur le dossier. On a un payout ratio à 8,2%, ce qui est très faible. Donc le rendement d'actionnaire est très soutenable à ce niveau, il pourrait même largement augmenter. Si on est structurellement à ce niveau de bénéfice net, ce qui me semble un peu douteux, parce que ça voudrait dire qu'on a une marge nette qui est à 30%, donc je pense que ce niveau de bénéfice net inclut de l'exceptionnel. Il y a dû avoir des cessions en fait pour Sofina, c'est pour ça que le payout ratio est aussi faible, donc à creuser plus en détail, mais sur les multiples de valorisation en tout cas ça a l'air intéressant, ne serait-ce que par rapport à la décote sur actifs tangibles, et la qualité du dossier a l'air pas mal, avec 14% de rendement des fonds propres, mais j'en suis à l'écart évidemment, c'est une holding. Ensuite, Lotus Bakeries, le célèbre producteur des spéculoos. Donc on est sur un fabricant de biscuits.
On est sur 7 milliards de dollars US de market cap, 15% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, des multiples exorbitants, donc 31 en valeur d'entreprise sur EBITDA, 46 en price earning, donc c'est très cher payé. On a un rendement des capitaux investis à 14,3%, c'est très rentable comme boîte. On a une dette nette sur EBITDA de 0,7, ce qui est donc du coup assez léger comme niveau d'endettement, un maigre dividende à moins de 1%, on n'a pas les autres métriques. Bon, à vérifier, de mémoire, j'avais analysé Lotus Bakeries récemment, vidéo dispo sur la chaîne. De mémoire, ce dividende est tout à fait soutenable, de toute façon il est un peu faible, c'est normal, on est une société qui se paye très cher et beaucoup trop cher. Donc Lotus Bakeries à l'écart. Ackermans, là on est encore sur une holding, 7 milliards de dollars US de market cap, 7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, un price earning de 15,2, ce qui est relativement pas cher payé, mais on n'a pas de décote sur actifs tangibles, donc il n'y a pas de marge de sécurité à ce niveau. Vraiment des fonds propres à 9%, ce qui n'est pas hyper élevé non plus, et un rendement du dividende à 1,86%. Voilà, il n'y a pas vraiment de rachat d'actions ni de dilution sur le dossier, donc le payout ratio à 24% est faible, on a largement les moyens de payer ce niveau de rémunération de l'actionnaire. À l'écart du dossier, évidemment, c'est une holding et en plus il n'y a pas de décote sur actifs tangibles. Elia Group, on est sur le transporteur d'électricité belge, on est sur 6 milliards de dollars US de market cap, 11% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc à mon avis il y a une acquisition, parce que on ne peut pas être à ce niveau-là sur une société, sur un marché aussi mature, surtout en Europe. 13 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, 14 en price earning, bon, c'est relativement cher payé pour une boîte aussi mature. On a une rentabilité qui est médiocre, qui est même pas très bonne, 3,3% en rendement des capitaux investis, ça c'est très faible, donc je comprends pas pourquoi on paye aussi cher le dossier. Il y a 8 fois la dette nette sur EBITDA. Bon, est-ce que c'est le vrai chiffre? Ça me paraît hyper élevé. Donc à vérifier quand même. Si on est à ce niveau-là, c'est une boîte qui est beaucoup trop endettée. Un dividende à 2,51%, des rachats d'actions, puisqu'on a un rendement d'actionnaire à 2,80%. Les free cash flows sont négatifs, donc peut-être qu'il y a une dépense en capital ponctuellement élevée sur les 12 derniers mois, il faut vérifier ça. Si c'est structurel, la boîte a un vrai problème. Et le payout ratio à 39%, maintenant on a payé le dividende à crédit. Alors, qu'est-ce qu'on garde dans cette liste avec beaucoup de holdings et des financières, donc ça en enlève pas mal, donc moi à l'écart de KBC, à l'écart de Agéance, à l'écart de Groupe Busselander, de Sofina et de Ackermans, et de DTRN d'ailleurs, ça nous laisse peu de choix. UCB, est-ce que c'est une pharmaceutique à vérifier? Si c'est des génériques, si c'est la production de médicaments, bon, vu que c'est pharmaceutique, je pense qu'il vaut mieux quand même en être à l'écart. Il nous reste AB InBev, qui se paye pas si cher que ça, il y a un peu de dette, mais ça, c'est pas non plus un niveau alarmant. Et en fait, c'est tout ce qu'on retient dans cette liste. Le reste, c'est tout, soit des secteurs dangereux, à mon sens, soit trop cher payé pour la qualité que c'est. Il y a que, à mon avis, AB InBev qui peut être une bonne option défensive dans un portefeuille avec un petit rendement de l'actionnaire, avec une moindre volatilité. On serait un peu plus rassuré si la dette continuait, si elle commençait ou si elle continuait à baisser. J'espère que cette revue de la cote belge vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.